on n'organise pas une élection en Afrique pour la perdre. C'est une célèbre phrase de feu Omar Bongo qui, bien sûr, enchaînait le mandat jusqu'à 42 ans, ou tout au moins jusqu'au moment où le Tout-Puissant lui a dit « C'est terminé, grand, et il y a plus grand que toi, la mort ». Omar Bongo n'était pas le seul, et n'est d'ailleurs pas le seul, puisqu'on voit comment généralement en Afrique francophone, les mandats, eh bien, c'est presque toujours, ou alors, c'est toujours celui qui organise l'élection qui les gagne. C'est un théorème, d'ailleurs, en Afrique centrale. Et même l'Afrique de l'Ouest commence déjà aussi à être contaminée par cette épidémie des mandats illimités. Mais, quelque part, il y a toujours des îlots d'espoir. Et surtout, dans des pays anglophones où il y a notre culture, où on sait quitter le pouvoir, où on sait accepter la défaite, même si on occupe le trône. On sait partir du pouvoir avec dignité. C'est le cas aujourd'hui de George Weah, Ballon d'Or, France Football, le seul Africain pour l'instant à avoir soulevé ce prestigieux trophée, et qui, bien sûr, après avoir échoué face à une vaillante dame, Sirleaf, avait fini par remporter une élection présidentielle au Libéria, pays anglophone qui avait été traversé par des guerres civiles désastreuses, où il fallait tout reconstruire, où le chômage est au zénith. George Weah avait promis beaucoup de choses. C'était un grand espoir de voir ce pays se reconstruire, surtout devant un jeune qui avait promis monts et merveilles, devait vaincre non seulement la corruption, mais aussi le chômage qui était en train de prospérer et de condamner les jeunes à un avenir incertain. Mais malheureusement, George Weah avait de bonnes idées, son entourage n'a pas suivi, et ce qu'il critiquait, finalement, il y est tombé poings et pieds liés. Le chômage n'a pas été vaincu. Bien au contraire, au lieu de combattre la corruption, il y a eu des scandales. La popularité de George Weah avait donc pris un plomb dans l'aile. Malgré le fait qu'il ait voulu redresser la courbe, il était trop tard. Et finalement, George Weah, pour ce deuxième mandat, il a échoué. Il a échoué in extremis. Il n'a même pas laissé qu'on puisse dépouiller tous les bulletins. Comme un bon joueur qui reconnaît sa défaite, il n'est pas parti corrompre l'arbitre. Bien au contraire, il a accepté la sanction qui venait des urnes. George Weah avait pourtant obtenu 49,11%. Il pouvait encore dire à ses ministres, ajouter quelque chose, augmenter quelque chose, pour que la tendance soit retournée. Mais non, il a accepté la défaite et il a appelé le vainqueur, Joseph Boaky, qui pourtant n'était pas donné grand favori. George Weah lui a souhaité bonne chance, n'a pas voulu aller voir le président de la Cour constitutionnelle,
comme chez nous au Cameroun, à Tangna Clément, pour venir dire à tous les opposants irrecevables. George Weah s'en va donc par la grande porte et entre dans l'histoire de ces dirigeants africains qui, même étant au pouvoir, ont accepté le verdict des urnes. Même si son bilan est mitigé, sa sortie est réussie et devrait inspirer certains dirigeants qui s'accrochent contre vent, marée et ras de marée, qui sont prêts à tuer tout leur peuple, qui sont prêts à mobiliser l'armée, parce que dès qu'ils sont entrés au pouvoir, ils y voient mourir. Et ils se disent qu'après eux, certainement leurs enfants vont suivre cela. La défaite de George Weah, qui peut être considérée comme une victoire pour la démocratie, d'ailleurs, c'est lui-même qui l'a dit, le CDC a perdu le pouvoir dans des urnes, mais le CDC a gagné en démocratie. Le Libéria est donc un pays où aujourd'hui, la transition va se passer dans la paix, sans voir des manifestations, sans voir des gaz lacrymogènes, ce qui pourra permettre à son successeur de travailler en toute sérénité. Sérénité, c'est aussi cela. Lorsqu'on est au pouvoir, on ne devrait pas intimider les opposants. George Weah n'a enfermé personne. George Weah n'a interdit la manifestation de personne. George Weah n'a interdit le meeting de personne. Il a laissé la démocratie, même si parfois dans son entourage, on lui disait qu'il laissait trop faire. Le successeur de George Weah n'est pas un nouveau venu dans la politique. C'est aussi ça, la deuxième leçon à retenir. Lors des dernières élections, il n'avait même pas pu, au deuxième tour, totaliser 30%. Il était à 28,76%. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à travailler. Ce qui signifie qu'on peut bien renverser la courbe. Ce qui signifie que c'est par exemple au niveau du RDPC, qui se disent que Paul Biya a gagné avec 75%. Ils ont oublié une chose, c'est que avant, Paul Biya gagnait à 100%, puis 96%, et même a perdu déjà une élection, comme le rappelle d'ailleurs Nietzsche en 92 face à Frundi. C'est donc un espoir qu'on peut être dans l'opposition et remporter une élection haut la main, à condition que les camps suivent le jeu, à condition que Clément Atangana ne se dise pas qu'il est plutôt un attaquant ou un défenseur du camp du vieux lion. C'est aussi une façon de dire à ceux qui disent souvent que leur atout, c'est qu'ils sont les jeunes Macron et que c'est eux qui devraient venir au pouvoir, écartant tous les autres opposants qui sont là depuis en disant qu'ils sont déjà complètement vieux. C'est donc une façon aussi de leur donner une leçon. Joseph Boaky a 78 ans. Et d'ailleurs, il est surnommé Joe le dormeur. Là-bas, 70% de la population est jeune. Mais il a su, par
les idées, convaincre la population à les lire. C'est donc le programme politique qui compte d'abord, et non un âge. Il est vrai qu'à 90 ans, on ne peut pas avoir les mêmes facultés intellectuelles et même physiques. On commence à avoir beaucoup de pertes de mémoire. À cet âge où il a été élu, on peut dire que c'est presque l'âge de la retraite. Mais il a été surtout persévérant. Persévérant en allant toujours au combat. C'est aussi une façon donc de dire que certains ont choisi cet homme parce qu'il avait une certaine droiture, une ouverture d'esprit et surtout a su mobiliser au niveau de l'opposition. Il n'est pas allé seul. Il a tendu les mains à bien d'autres, tel le prince Johnson, qui pourtant était du camp de George Weah. Prince Johnson avait soutenu George Weah il y a de cela 6 ans. Mais il y a eu de nouvelles alliances qui ont été faites. C'est pour dire que pour l'élection de 2025, par exemple au Cameroun, eh bien, certains partis qui ont eu à côtoyer longtemps le RDPC et qui n'ont rien gagné, qui n'ont fait que perdre leur crédibilité, devraient aujourd'hui penser à se ressaisir, à se revitaliser, à se réorienter et à regarder comment est-ce qu'ils ont emprunté une fausse piste pour revenir à la réalité. Ces partis ont eu à soutenir un opposant. Chacun n'est pas allé en disant je suis le plus beau, je suis le plus jeune. Chacun a vu l'homme qui avait des capacités, des potentialités de pouvoir réunir le grand nombre. La politique, ce n'est donc pas l'égoïsme. Ce n'est pas l'individualisme. Ce n'est pas la personnification. Ce n'est pas la beauté physique. Ce n'est pas parce que on va juger certains étant mous, comme étant mous. Certains donc qui ont dit que Maurice Kamto était mou peuvent maintenant avoir l'exemple de Joe. Ah oui, de Joseph Boaky, qu'on qualifiait de Joe le dormeur, qu'on disait qu'il est complètement largué et qu'on disait qu'il était vieux. Il a gagné. Ça devrait vous dire beaucoup de choses. Ça devrait permettre à l'opposition du Cameroun aussi de se dire que il est possible de renverser la tendance. Dans la mesure où d'ailleurs, Nietzsche, dans une interview accordée à Jeune Afrique, vient juste de révéler que lorsqu'il regarde l'opposition camerounaise, bien qu'il ait créé son propre parti, il ne se voit pas aller jusqu'au bout et qu'il est en train de tout faire pour que l'opposition trouve un socle en Maurice Kamto en 2025, qui, selon lui, est le candidat le plus crédible. Et d'ailleurs, les arguments sont là. Il rappelle non seulement 1992, mais il appelle même la base électorale du Cameroun, un pays où les gens ont tourné le dos parce que ne s'occupant plus de la politique et se disant que dans tous les cas, Paul Biya va gagner. S'il y a donc mobilisation, comme l'explique Nietzsche, le Cameroun ayant 30 millions d'habitants, eh bien, on peut se retrouver avec une foultitude de nouveaux votants qui peuvent renverser la tendance
et bien sûr mettre la force du côté de l'opposition dans la mesure où, démonstration faite dans le même article, pour l'élection de 2018, à peine 4 millions de Camerounais, moins de 4 millions, se sont présentés pour aller voter. Et sur les 4 millions, Paul Biya n'a même pas obtenu 2 millions, ou disons plutôt, accordons-lui ça, 2 millions. 30 millions, et sur 2 millions. Cela veut dire, Paul Biya n'est pas très fort. Paul Biya ne mobilise pas. Paul Biya est battable. Paul Biya n'est pas invincible. Si jamais le peuple décide de le déloger, malgré le fait qu'il pourra avoir compté sur les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs. Mais on a pu voir en 2018 que ça a été très difficile face à Maurice Kamto, qui d'ailleurs était le seul candidat à parcourir 347 arrondissements, communes plutôt. C'est aussi une façon d'être honnête et qu'il faut féliciter Jean-Michel Nietzsche. À savoir, même s'il est dans la politique depuis fort longtemps, même s'il a été vice-président national du SDF, ou d'ailleurs, il a voulu postuler pour en prendre la présidence, il reconnaît que l'homme qui a le vent en poupe, c'est Maurice Kamto, puisque le SDF, à la dernière élection, n'a même pas pu obtenir 4%, à peine 3%. Et d'ailleurs, au niveau des mairies également, à peine, le SDF est dans 3 mairies, a pris 3 mairies. Le SDF a donc fondu comme neige au soleil. À l'époque, la coalition se formait autour de Frundi. Parce que Frundi faisait l'unanimité, avait le charisme. Frundi représentait l'espoir. Mais aujourd'hui, ce parti politique a fini par se prostituer dans la mesure où Nietzsche d'ailleurs, qui est de la maison, reconnaît qu'en 2013, eh bien, il y avait déjà un mariage systématique, ouvert et public entre le SDF et le RDPC en ce qui concernait les municipales. Ça ne se cachait plus. On a bien vu Frundi blousé avec la femme de Grégoire Ona, tout comme on pouvait voir tous les gigantosaures du RDPC assister au congrès du SDF qui lui-même se réunissait dans la maison du parti du RDPC. Dénominateur commun avec, bien sûr, le portrait de Paul Biya accroché au-dessus. Le SDF a donc, lui, à s'écarter de ses objectifs, a pu décevoir sa base, a pu se détourner de ses fins à des desseins inavouables juste parce que certains dirigeants assez gourmands, voulant faire marcher avec ceux du pouvoir, ont préféré privilégier leur bien-être. Le SDF doit donc renaître de ses cendres après la mort de Frundi. Mais pourra-t-il le faire avec Joshua aussi, qui lui-même est combattu à la base et qui n'est qu'un successeur testamentaire, héréditaire de Frundi, et qui d'ailleurs a fait de telle sorte que ce parti ne soit plus respecté et qui continue, comme on a pu le voir en 2021, à soutenir le régime, même au niveau de l'Assemblée, puisqu'on se souvient bien que lorsque les parlementaires du RDPC avaient écrit au Congrès américain pour demander le rapatriement des Ambazoniens ou alors des anglophones au Cameroun pour qu'ils soient enfermés, eh bien, Joshua aussi avait signé cette lettre sans même se référer à la base. Et d'ailleurs, Nietzsche avait demandé qu'il soit totalement viré du SDF. C'est également lui qui est souvent là pour l'allocation des avions du chef de l'État. C'est également lui qui était là, qui
était bel et bien là lorsque le MRC et d'autres étaient en train de parler du hold-up électoral. C'est lui qui était là dans la salle pour assister à la prestation des serments de Paul Biya. Joshua aussi ne peut donc pas être aujourd'hui celui qui peut porter le flambeau du changement. Et si on regarde justement les dernières élections, la dernière élection présidentielle, celle d'octobre 2018, Maurice Kamto s'en sort avec plus de 14%, au moment où le PCRN, qui a présenté Cabral Libi, se retrouve à 6%. C'est dire que logiquement, on n'a pas besoin de calculer de midi à 14 heures, qui est le leader de l'opposition au Cameroun. Et bien sûr, tous les leaders ont toujours eu, comme on a d'ailleurs vu le phénomène au Gabon, les leaders ont souvent eu à protéger, les partis politiques ont souvent eu à protéger leurs leaders. Mais est-ce le cas au Cameroun? J'en doute. Puisque Maurice Kamto est plutôt celui-là qui est combattu par les autres opposants. Toute sortie de Maurice Kamto est scrutée par l'opposition avant même que le gouvernement ne lâche ses chiens. Eh bien, ceux qui se disent opposants sont déjà toutes dehors pour déchiqueter Maurice Kamto, qu'on qualifie comme l'incarnation de la division, puisque certainement c'est lui qui a créé les guerres au Cameroun et qui continue à en créer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique qu'on a pu voir que sous prétexte de défendre la mémoire du professeur Hubert Monondiana, eh bien, on a commencé une fois de plus à tirer à boulet rouge sur Maurice Kamto, qui a parlé du tropisme ethno-idéologique. Bien évidemment, certains n'ont pas apprécié que Maurice Kamto puisse rendre hommage à un super intellectuel, oui, qui était le professeur Hubert Monondiana, mais en même temps, qui a assumé certaines choses au niveau du RDPC qui ne regardait pas justement ce qu'on peut dire le socle de la nation. On ne pourra pas oublier, même s'il est mort, que le professeur Hubert Monondiana est le chantre et le créateur du terme ethnofascisme, où il a dansé ouvertement les Bamileke en plein campus universitaire. Il a écrit un livre qui ne pourra pas être brûlé. Il est toujours présent, ce livre-là, sur justement la politique ou bien l'ethnofascisme dans la politique camerounaise. Ce livre est bel et bien là. Maurice Kamto a donc, lui, juste à rappeler quelques faits historiques, a donné son jugement, mais c'était l'occasion pour les grands opposants de se dresser contre lui comme s'ils étaient les enfants de Hubert Monondiana. Cabral Libi est donc sorti pour fustiger Maurice Kamto. Il faut respecter la mémoire. Au-delà de ça, il faut savoir aujourd'hui qu'on a besoin de réunir que de diviser. Bref, une véritable leçon à son professeur. L'étudiant Cabral Libi a donc donné de
leçon de politique à Maurice Kamto, en même temps son professeur à l'université, mais bon, passons. Mais ce qui est intéressant dans cette sortie, c'est de voir justement que les arguments utilisés, c'est que dès que quelqu'un est mort, il devient un saint. Dans ce cas, le paradis ne sera rempli que de sang. Dans ce cas, puisque Adolf Hitler est mort, applaudissons Adolf Hitler, c'est un saint. Rendons-lui hommage, diront certains. Au Cameroun, Mussolini est mort. Ah, si Cabral Libi était en Italie, je suis sûr qu'il serait parti sur la tombe de Mussolini poser des fleurs et lui dire, tu as été un grand dirigeant. Je suis sûr que s'il était en France ici, à pour Vichy, il aurait certainement félicité tous les nazis ou alors ceux qui ont soutenu le régime nazi. Je suis sûr peut-être que si ce n'était que Cabral Libi, il pourrait dire que Ceausescu mérite un pesant de respect. Je suis sûr que si Cabral Libi était au Zaïre, en RDC, il nous dirait que Mobutu Sese Seko qui jetait ses opposants dans la gueule des crocodiles et autres, que c'est un saint, qu'il mérite tout simplement qu'il soit au paradis, qu'il soit assis à côté de Jésus. Je suis donc sûr qu'avec Cabral Libi, après la mort, eh bien, il pourrait même être à la place de Dieu puisqu'il pourrait prendre tout le monde au ciel et l'enfer serait complètement vide. Trêve de mensonges et de démagogie. Vous croyez que quelqu'un qui a volé, peut-être c'est des milliards, quelqu'un qui a tué, ou bien les Hutus, les Tutsis, qui ont créé le génocide au Rwanda, on ne doit jamais le leur rappeler. On rappelle toujours. On n'efface pas l'histoire d'une main. La mort n'efface pas l'histoire. Sinon, on ne se battrait pas pour demander réparation pour les crimes commis lors de l'esclavage, la traite négrière et consorts. Hubert Mononjana, lui-même a reconnu que le parti qu'il a défendu était un parti qui l'a trompé, qui lui a fait faire des erreurs, commettre des erreurs. C'est un pays, c'est un parti ethno-fasciste. Comment est-ce que Cabral Libi aujourd'hui peut venir nous dire le contraire, lui, qui plutôt devrait défendre Maurice Kamto, puisque dernièrement, on a vu, ils se sont présentés là pour dire, nous sommes solidaires. Voilà, ils se sont présentés, nous sommes en train. C'est ce que Cabral Libi disait. Qu'on est en train de créer maintenant un grand regroupement, un socle de réflexion de l'opposition. Regardez l'opposition. L'opposition se joue comme une équipe de football. Il y a les défenseurs, les attaquants, les milieux de terrain, les attaquants. Et puis, vous avez un buteur à qui vous donnez la passe décisive. Je n'ai jamais vu dans une équipe de football, comme dans les Lions, lorsque le défenseur commet une faute, eh bien, tous les attaquants sortent pour dire que « Oh, celui-là, il est le plus méchant, il est le plus nul, il est ceci, il est cela. » Vous avez vu ça? Bien au contraire. Même quand ton coéquipier perd la balle, tu cherches à tacler, tu cherches à récupérer, le gardien va arrêter, il ne va pas dire que bon, comme l'autre a perdu la balle, je vais laisser que ça entre dans mes buts, et comme ça, on va profiter pour le critiquer. Et puis, puisqu'il est dans votre camp, puisque Cabral Libi est dans le camp de l'opposition, Cabral Libi se met plutôt à applaudir l'adversaire, c'est-à-dire le RDPC. N'est-ce pas le RDPC qui a créé les divisions? N'est-ce pas le RDPC qui a tué les nationalistes? N'est-ce pas
le RDPC, particulièrement Paul Biya, qui salit la mémoire de ceux qui ont fait l'histoire, de ceux qui se sont battus pour le Cameroun, de ceux qui sont les héros de notre indépendance. Pourquoi Cabral Libye n'a jamais fait de sortie lorsque Paul Biya traitait les grands militants de l'UPC, dont Oumyobé, qui est de son village? Paul Biya les a qualifiés, traités de maquisards. Pas une fois. Cabral Libye n'a jamais fait une sortie. Il s'est tué. Or, tout un chacun connaît. Que ce soit les Ernest Wandier, que ce soit, même les Moumiers, que ce soit, encore Monseigneur Ndogmo, ils n'ont voulu que l'indépendance du Cameroun. Ils n'ont voulu que la souveraineté du Cameroun. Comment se peut-il que Paul Biya, qui lui n'était pas là, qui était plutôt du camp des colons, qu'il vienne salir la mémoire des gens qui ont fait le village de Cabral Libye, qui ont fait qu'on découvre l'homme Bassa comme étant un vrai combattant, qu'il ne défende pas cela, mais qu'il s'acharne plutôt à défendre un militant, un ancien militant du RDPC, porte-parole du RDPC. Oui, Cabral Libye défend le porte-parole, l'ancien porte-parole de Paul Biya, l'ancien haut cadre du RDPC, et qui fut au comité de base, qui était la cellule de réflexion de ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment peut-on comprendre qu'on défende maintenant le parti des bourreaux plus que les victimes? Qu'est-ce que le RDPC a fait pour nous? Qu'est-ce que le RDPC a construit pour nous? Le RDPC est à l'origine de la mort, de l'assassinat politique, intellectuel et même physique du professeur Hubert Monondiana. C'est ce que Cabral Libye devrait dire. Mais il ne le dit pas. C'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui a fait que Hubert Monondiana ne puisse plus continuer à l'université. C'est Maurice Kamto qui a fait que Hubert Monondiana ne soit jamais nommé recteur d'université. C'est Hubert Monondiana, c'est Maurice Kamto qui a fait que Hubert Monondiana soit abandonné là-bas, dans la misère, dans la galère, à Ahala. C'est Maurice Kamto qui a fait que Hubert Monondiana ne puisse pas bénéficier de l'évacuation, comme tous les autres cadres du RDPC. Voilà donc ce qu'on appelle la duplicité de nos opposants. Et demain ou après-demain, vous allez voir, Cabral Libye va venir, il va dire, bon, écoutez, c'est moi qui veux représenter l'opposition pour l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, on a vu en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Cette opposition-là était miettée. Quand on demandait qu'on puisse se réunir derrière un candidat, qui a-t-on vu? Un était pasteur, il a fui. L'autre était quoi là? Il sortait de la Guinée-Bissau, vous savez, je n'ai même pas prononcé son nom. C'est un jeune féman là. Il a décalé. Cabral Libye lui-même, on ne l'a plus vu. Bien plus, un certain Damien Macon, Maoum, je crois qu'il doit être conseiller municipal. Il se targuait à la radio de fustiger Maurice Kamto, que Maurice Kamto a voulu nous donner de l'argent, a voulu nous corrompre pour le rejoindre. Y a-t-il une honte de rejoindre une plateforme de l'opposition? Lui, il trouve ça que c'est une corruption. Était-ce une corruption lorsque Akeremouna a décidé de rejoindre Maurice Kamto? Est-ce
une corruption. Lorsqu'on voit justement toutes les coalitions qu'il y a eu avant, derrière Frondi. Non. Il faut savoir être honnête et non dire demain ou nier demain lorsqu'on va vous dire que votre candidature ou plutôt votre caution a été payée par le RDPC. Puisqu'on voit que celui qui défend mieux le RDPC aujourd'hui, curieusement, c'est Cabral Libye. Il concentre maintenant toutes les énergies contre Maurice Kamto et vient de lancer justement tout ce que le RDPC a toujours utilisé comme arme de destruction massive, le tribalisme. Cabral Libye sait pertinemment qu'en lançant ses critiques, certains de ces militants, d'ailleurs j'en ai vu dans les réseaux sociaux déjà plein, qui commencent à parler encore de l'homme Bamileke. C'est devenu donc un autre front qu'on est en train d'ouvrir contre Maurice Kamto. C'est-à-dire, puisque Hubert Monondiara était étonné, de la même façon que certains disaient qu'ils veulent couper le pont de Bebda pour empêcher Obamileke d'arriver à Yaoundé. Cabral Libye qui dit qu'il faut apaiser les tensions. Au lieu de calmer, boum, il jette plutôt de l'huile au feu. On verra donc, en 2025, peut-être à Bebda, où certains étonnes pourraient sortir en disant que oh, c'est Maurice Kamto qui avait insulté mon nom, alors que même les élites étonnes n'avaient jamais rien fait pour Hubert Monondiana. Alors qu'il n'était même pas aimé dans son propre pays, dans son propre village. Ils vont utiliser ça pour combattre Maurice Kamto. Toujours pour nous dire que, wow, vous savez, c'est le Bamileke qui est votre ennemi. Je vous le dis encore, chers frères, ne changeons pas, ne nous trompons pas de combat. Ne soyons pas détournés. On nous a assez détournés comme ça. C'est ce que Joseph Owona faisait. Qu'est-ce qu'on avait utilisé? Eh bien, Joseph Owona est venu avec Essingan. Il avait réuni le clergé et les intellectuels, les politiciens, Fambeti, en se disant que il faut barrer la route au Bamileke. La réalité est que ceux qui voulaient barrer la route au Bamileke sont où aujourd'hui? Le professeur Joseph Owona, quand il a lancé ça, il a provoqué de l'autre côté. Et certains Bamileke sont aussi tombés dans l'erreur. Parce que c'est ce que le régime Biya calculait. Ils sont partis créer le LACAM. Et c'était déjà, le Cameroun était au bord d'une guerre. Au lieu de juger le bilan de Paul Biya, on ne fait qu'opposer les tribus, les ethnies les unes contre les autres. Et Cabral Libye entre calmement dans le jeu. Ça, c'est le complot anti-Bamileke qui avait déjà fonctionné avec les colons. Qui avait fonctionné jusqu'à ce que Owona, ayant allumé la brèche, ayant ouvert la brèche, on avait vu le clergé catholique écrire au pape qu'il n'acceptait pas à Douala que eux, autochtones, ils n'acceptent pas à Douala un évêque qui est Bamileke. On avait déjà aussi vu ça avec Monseigneur Wouking à Yaoundé. Je ne dis pas que il n'y a qu'une tribu, qu'une ethnie qui est tribaliste. Il y a bien des Bamileke qui sont tribalistes. Mais j'ai dit aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir,
C'est eux qui actionnent ce tribalisme-là. C'est le régime Biya qui utilise toujours des gens pour dire, honnêtement, on est mal. On va détourner les Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui ne parviennent pas à atteindre les 2 bouts de fin du mois. Il y a les problèmes des OTS, où pratiquement les enseignants n'ont rien. Il y a les médecins qui sont en colère. Il y a la grogne des conducteurs de mototaxi. Il y a la grogne de ceux qui conduisent les engins lourds. Et il y a la grogne un peu partout au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous détourne et on utilise maintenant la dépouille d'Hubert Monondiana, du professeur Hubert Monondiana, pour régler les comptes à Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a pas dit que Hubert Monondiana était le diable. Il a dit qu'il regrette que comme vous croyez que moi-même, lorsque je vois les œuvres de certains, je ne critique pas, puisque je me critique. Je sais qu'aucune de mes œuvres n'est parfaite. Vous n'allez pas dire subitement aujourd'hui que Hubert Monondiana était le plus parfait. Pourquoi vous ne l'avez pas nommé ministre? Pourquoi vous ne l'avez pas nommé directeur général d'une société? Vous l'avez utilisé pour se lancer. Et c'est la même chose qu'on ne fait que utiliser Cabral Libye pour venir prendre une bonne partie des jeunes crédules là. Ah oui, oui, Macron a fait ceci, on va faire ceci et cela, on est jeune, on va faire, voilà, on fait la proposition. Nous, on n'est pas dans l'opposition, on est dans le parti de proposition. Quel parti a gagné une élection étant dans les propositions au monde? Citez-moi ça. Tous les partis au monde qui veulent accéder au pouvoir sont dans l'opposition. Et c'est ce que Nietzsche dit. Dès que le SDF a commencé ses propositions, les réunions de minuit entre Frundi avec tous les membres du régime, on a vu. Est-ce que Frundi a encore pu avoir une base solide? Est-ce qu'il a encore eu l'onction populaire? Non. Que Hubert Monondiana aille reposer en paix. Qu'on n'utilise pas ces camps, sa dépouille, comme on l'a utilisé étant vivant. Bien au contraire, l'histoire du professeur Hubert Monondiana doit être enseignée dans des écoles, sans déformation, en montrant que vous savez, c'est comme la formule, que pour dîner avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. De dire que ce n'est pas parce que vous allez au RDPC que vous aurez une promotion. Il faut plutôt savoir baisser les bas de jupon. Il faut savoir monter le derrière. Il faut savoir entrer dans des réseaux de corruption. Il faut aller dans la dépravation des mœurs. Il faut vendre son âme au diable. C'est la leçon qu'on doit apprendre, donner dans des écoles, dans des universités. Qu'au moins il a eu une qualité, c'est qu'après s'être trompé, il a voulu se rattraper et tout au moins il a confessé et a fustigé les siens qui, loin d'être fréquentables, sont plutôt des adeptes de Belzébuth.